Rendez-vous le 12 mai à la Car Arena. Ça avait du chaud. Raconte-nous ce combat du coup. Bah, j'ai affronté Morgan Charrière à ce moment-là. Non, ouais, c'était la première fois qu'on... En amateur du coup? Ouais, en amateur. Ah, dingue. Ouais, j'ai connu Drogba. Après, il y a eu les Mamadou, tout ça. Ouais, bon, moi, je suis un supporter de Marseille. Ah, ok. Ça, j'ai jamais compris ça. Il habite à Paris, mais il supporte Marseille. Dis-moi pourquoi, t'es déjà là à Marseille? Une fois. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, on se retrouve à Fort d'Aubervilliers, entre Pantin, Aubervilliers, Paris, etc. Vous me direz pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept d'émission dans la vie de... C'est-à-dire qu'on va entrer dans la vie d'un combattant, voir quel est son quotidien, comment il s'entraîne, comment il vit et surtout découvrir son parcours. N'oubliez pas, avec la marque de coque Showcase que j'ai ici, moins 15% avec le code Le Parcours. Comme vous le voyez, c'est des coques de qualité. Là, j'ai pris celle de John Jones parce que j'avais tourné un documentaire sur John Jones. Mais il y a plein de coques. Il y a des coques de foot, de F1, de basket et du coup de MMA. Vous pouvez tout retrouver sur leur site. Donc n'hésitez pas à commander pour me soutenir et merci à vous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve avec Fabakary Diatta. Du coup, on va en apprendre plus sur son parcours, où il s'entraîne à la Hatch Academy, comme vous allez le voir dans la vidéo. C'est également le sparring partenaire de Saladin Parnasse. Bon, j'ai bégayé sur le partenaire, calculez pas trop. Il est en 8-1 et de toute façon, on va revenir sur tout son parcours, toute sa vie, etc. Au cours de la vidéo. Bon, comme je l'ai dit, on se retrouve avec Fabakary Diatta. Ça va ou quoi, Faba? Ça va et toi? Ouais, tranquille, ça va. Bon, là c'est ton quartier du coup? C'est ça. T'as grandi où toi? Plus de ce côté-là. Bon, avant, il n'y avait pas ce bâtiment. Ok. Mais tout ça, on va dire, toute cette partie-là, j'ai grandi. Hein. Allez, ça marche. Je t'ai déjà introduit, mais pourrais-tu t'introduire plus explicitement pour ceux qui ne te connaissent pas? Introduis-toi, c'est quoi? Je me mets un doigt dans le cul, c'est quoi le délire? Présente-toi, on dit. Bon, je m'appelle Diatta Fabakary, combattant de MMA à la Hatch Academy. Le 12 mai, je combattrai à Bercy, au Bellator, contre Kier Harvey. Ok. Et t'as oublié que t'étais le sparring partenaire de Saladin Parnasse. C'est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent Saladin Parnasse, mais ils connaissent pas Fabakary. C'est vrai. Du coup, bon, là, faut pas que j'oublie de poser certaines questions. Du coup, on te suit Fabakary. Vas-y. On te suit là où t'as grandi, etc. Vas-y, tu nous montres. c'est parti. Bon, tout d'abord, pourrais-tu me raconter ton enfance, où elle s'est passée, etc. Comment t'as grandi ici, tout ça quoi. On va dire que quand je suis arrivé ici, en fait quand mes parents sont arrivés ici, c'était au niveau de ma naissance. C'est-à-dire que mon grand frère était déjà présent. En fait, mes parents ils étaient déjà d'Aubervilliers. Ok. Donc mon père il est resté sur plusieurs années ici, on va dire comme ça, plusieurs années ici. Toi t'es né ici à Aubervilliers? Je suis né ici, on va dire dans ce quartier, on va dire. Ok. Dans ce quartier, je suis né. T'es né à la Roseraie? Ouais, à la Roseraie, ouais, à Aubervilliers. Exactement comme moi. Enfant d'Aubert. Bon, aujourd'hui je grandis plus à Aubert, mais, ouais. Mais voilà quoi, c'était pas trop compliqué toi ton enfance? Franchement, non, même pas. Après, comme je sortais pas, en fait, je restais toujours dans mon coin quand je sortais. En fait, j'avais pas le droit d'aller à gauche et à droite. Ouais, normal, toujours, pas traîner quoi. Voilà, je traînais pas. Mes parents, ma mère toujours en train de regarder par la fenêtre. Bon, après, avant, moi, j'étais le foot. Donc, c'était facile de jouer à côté. Donc, ici, on va dire, c'était il y avait un petit square à côté. Ok. Tu jouais tout le temps ici, du coup? Ouais, en fait, il y avait un square là, juste à, on va dire, ce mini-centre commercial. Donc, après, il y avait un long parking qui venait jusqu'ici, là. On va essayer de retrouver des images si on peut, mais... Ouais, je vois que ça va être un peu compliqué. Après, tu sais, il y a une fonctionnalité, je crois, sur Map, où tu peux remonter le temps jusqu'à 2008, un truc comme ça. Mais bon, c'était pas 2008, tu vois, c'était dans les années... Ouais, non, début des années 2000. Je pense que je sais même pas celui-là, je pense qu'il est arrivé vers 2015, 2016, un truc comme ça. Trouver, hein. Parce qu'ici, je sais que là, à la place de la maternelle, il y avait un square. On jouait beaucoup avec les gens de d'à côté. Donc après, il y a aussi l'autre côté aussi. Toi, tu as commencé le foot du coup ici? Ouais, j'ai commencé ici, dans ce périmètre en fait. Avant même d'aller en club ou... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le club était juste derrière. On va dire derrière chez moi. C'est juste le tour là, on va aller juste en bas de chez moi. Bon, on faisait juste le tour et on est arrivé. Donc tu traînais pas beaucoup dehors toi comme tu m'as dit, mais ouais, c'était vraiment... de ta journée, c'était... Voilà, c'était
que dans le périmètre. Ok. T'étais pas comme la génération TikTok à traîner sur ton... Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. C'était les gros Nokia... Je me mets pas... 3310 là. 3310, voilà. Ouais. Ah ouais, t'avais ça toi? Je suis mort. Ouais, du coup, comment ça s'est passé à l'école pour toi? Bah, au début, on va dire, quand t'arrives en primaire ou... Bah franchement, ça s'est bien passé. Hein. Bah, après, bon... j'avais un peu mal à l'école, tu vois, à suivre, tout ça, j'étais plus... Dès le début, même en primaire, tout ça? Ouais, en fait, j'étais une personne... J'étais calme et agité. On va dire, j'étais dans les deux cas. Ok. Donc après, j'ai essayé de me concentrer sur le sport. Bon, après, c'était plus le foot avec mes amis. Ouais. Et mais tu faisais ça sérieusement, le foot? Non, c'était que loisir en mode... que entre potes. Ouais, t'es l'enfance, quoi. T'aimais que t'amuser, tu calculais pas trop l'école. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, il n'y avait que ça. Après, genre, c'était quoi? C'était une grande ligne droite là où je faisais vélo. Ouais. Tout ça. Donc, ça joue au foot. Donc, Et le foot, t'as commencé sérieusement un peu en club? T'as joué en club? Ouais, j'ai joué qu'un an. Un an en club. T'étais où? Bah, la CMA, juste derrière le bâtiment. Ok. En fait, juste derrière. Donc, j'ai fait quoi? Ouais, un an de mes 12 ans à mes 13 ans. Et du coup, après, pourquoi t'as décidé d'arrêter le foot? J'étais pas sérieux, c'est ça le problème. Ah ouais? T'avais trop traîné, ouais, c'est-à-dire que là, c'était ici, là où je jouais au foot. Là. On va dire là, les deux poteaux là, c'était les cages. Tu faisais des cages avec les t-shirts? Ouais, même pas ça. Ça, c'était les cages là. Ouais. Bon, après, il y avait le mur, il y avait les voisins, on essayait de tirer moins fort. Ouais. Et là-bas, c'était les cages adverses. Adverses ou nos cages en fait. C'était ici qu'on jouait. Bon, il n'y avait pas ces petits trucs là. C'est quoi ces petits trucs, tu parles de... Les petits rebords là, je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Je suis mort. Donc ouais, ça se jouait ici là tout le temps. Hein. Franchement, ça a joué H24, hein, Toute ton enfance quoi. Tout le temps. Et tes potes d'enfance, tu les revois encore? Ouais, je revois certains dedans, parce qu'ils ont déménagé, d'autres... Bon, ils ont tous déménagé en fait, on va dire qu'on est les derniers à être ici. Mais ouais, c'était incroyable. Hein. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu restes encore ici malgré les années? C'est juste que t'as pas envie de partir de ton quartier, t'es vraiment attaché à... Ouais, on va dire je suis attaché à Aubervilliers. Après, avec les aléas de la vie, avec le MMA, tout ça, je me dis je suis à côté, je suis chez mes parents, donc je me prends pas la tête dessus. Ok. Et toi, j'avais entendu aussi que... ça te dit, on peut aller voir ton club au pire. T'as commencé le rugby ou t'as voulu faire du rugby? J'ai commencé le rugby au sport en EPS, en 6e. Ok. Donc juste après ça, j'avais kiffé. Je me suis dit pourquoi pas en faire en club. Parce qu'il y avait un club, il y a un club de rugby là juste derrière là. Ok. Bon, derrière il n'y avait pas ce bâtiment de toute façon. Ouais. Bon, beaucoup de choses à changer ici. Ah ouais? Ah ouais, il y avait une petite usine, un entrepôt, il y avait des arbres. Ici, là, il y avait une usine, là. Ouais, en fait, c'était un entrepôt, un truc bizarre. Ok. Toi, tu préfères aujourd'hui ou tu vois vraiment des changements aujourd'hui? Ah ouais, j'en vois énormément. Et t'apprécies ou tu préfères, t'es nostalgique, tu préfères la vie d'avant? On va dire avant. Hein. Bon, après, maintenant, je traîne plus. Maintenant, c'est chez moi, la salle, chez moi, voilà, c'est ça. Donc, on ne prend plus la tête dessus. Et cette vie, toi, ça te dérange pas vraiment? T'es focalisé que sur le sport? Ouais, je suis vraiment focalisé que sur le sport. Ok. Donc tout ce qui est à côté, j'essaye, hein, mais bon, c'est un peu relou. Ouais, je comprends. Et toi, du coup, tu as dit que tu as commencé le rugby au collège. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Parce qu'au final, tu es arrivé au sport de combat. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté le rugby, etc. En fait, juste après que j'ai commencé le rugby, on va dire en EPS, juste après l'année suivante, j'ai fait du foot, ici, là, juste à la CMA. Ouais. Et quand j'avais un ami d'enfance que je connaissais depuis la primaire, qui s'appelle Nicolas. Ok. Si, voilà, big up à toi, Nicolas, si tu regardes cette vidéo. Il m'a dit, ouais, il y avait un club d'MMA sur Aubervilliers. Ouais. Et moi, le MMA, moi, je connaissais pas, tu vois, je connaissais que par rapport au jeu, des trucs comme ça. J'avais entendu Undisputed sur PS3. Ce jeu, il était incroyable. Hein. Il était incroyable. Ouais, moi aussi, j'ai découvert le MMA comme ça, dis-toi, parce que bon, j'étais plus petit que toi, mais genre vers mes 8-9 ans, ça jouait à la PS3, tout ça, Call of, tout ça, FIFA, la base, quoi. Et un jour, je me souviens, il y a genre Forrest Griffin sur la pochette, je crois, c'est ça? Bien ça.
Et j'ai commencé à jouer incroyable. Que je me la butais, que je me la butais. Je me souviens parce que les potes à mon frère, t'as vu, ils venaient chez moi. C'est là. Et c'est ici. Ouais, ok. c'est ici. Et ouais, non, ce jeu, il est incroyable. Bon, on va pas étaler le sujet. Ouais. Ok. Du coup, c'est ici que t'as commencé le foot? C'est ça, c'est ici que j'ai commencé le foot. Ok. Et ça te fait quoi de revenir ici, de voir ces petits aujourd'hui jouer, comme vous pouvez le voir? Ouais, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir parce que moi, j'avais toujours ce rêve de devenir footballeur comme tout gamin. Tu vois tes stars jouer au foot, tu dis bah tu vas faire comme eux. D'ailleurs, c'était qui les stars de l'époque toi que t'appréciais? Les stars de l'époque. Ronaldo, tout ça. Ouais, Ronaldo après c'était un peu plus vieux pour moi. Ouais. Mais c'était plus. Cristiano, tout ça. Cristiano, je suis arrivé à l'époque Ronaldinho. Ok. C'est-à-dire Ronaldinho. Au Barça, tout ça. Ouais, au Barça, même on va dire Drogba aussi. Drogba, t'as connu Drogba? Okay. Ouais, j'ai connu Drogba. Après, il y a eu les Mamadou Niang, tout ça. Ouais, bon, moi, je suis un supporter de Marseille. Ah, ok. Ça, j'ai jamais compris ça. Il habite à Paris, mais il supporte Marseille. Dis-moi pourquoi, t'es déjà allé à Marseille? Une fois. Okay. Ça se trouve, il va aller à Marseille, déjà, ils vont mal l'accueillir, tout ça. Non, après, je parle pas de vous parler mal des supporters marseillais, si on voit ça. Mais ouais, explique-nous d'où vient, pourquoi tu es supporter de Marseille? Par rapport à mon père, en fait. Okay. C'est mon père qui m'a donné l'envie de regarder le football. Okay. Et en même temps, comme il supportait Marseille, j'ai suivi, en fait, j'ai suivi le mood. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du club? Qu'est-ce que tu penses du club aujourd'hui? De Marseille? C'est un bon club. C'est les résultats, quelquefois, ça fait mal. Tu suis toujours? On va dire les résultats. Ok. Je suis pas les matchs, mais je suis les résultats. Comme la Ligue des Champions en ce moment, je suis les résultats. Ok, j'ai capté. Et ouais, du coup, on va bouger un peu. Vas-y. Histoire que tu nous montres ton quartier. Vas-y. Je suis un peu le déroulement de mes questions parce que y a certaines questions que j'ai envie de te poser. Ouais, ton comportement au collège, tu as réussi à rester focalisé sur les cours ou vraiment, comme tu as dit au début, tu n'étais pas trop concentré sur les cours, tout ça? Franchement, je suis arrivé quand j'ai commencé les matchs, j'étais en 4e. Donc en fait, c'est la période où on se dit, c'est un peu compliqué, tu vois, entre tu passes 5e ou on va dire c'est un peu tranquille, tu vois. Après, quand tu commences à 4e, 3e, le niveau scolaire, il change un peu. Ouais, c'est vrai. Donc à ce moment-là, en 4e, quand c'était ma première année, ça allait, tu vois. C'était pas très important au niveau des entraînements. Donc c'était 2 fois par jour. Ouais. Et du coup, comment, je vais revenir sur ça. Comment tu as découvert le MMA? C'est un pote à toi qui t'a parlé de la Hatch Academy. Voilà. Après, tu es allé à la Hatch Academy, etc. Avec lui, ouais. Et comment ça s'est passé tes premiers entraînements à la Hatch Au tout début, pour moi, je connaissais pas, tu vois, parce que comme je t'ai dit, c'était par rapport au jeu. Ouais, Donc tout ce que tu vois dans le jeu, tu penses que c'est en réel. C'est-à-dire pas de protection, t'as juste les gants et tu tapes. C'est ça que tu voulais? Au tout début, je me suis dit, c'est comme tes gamins, comme tout le temps, c'est que tu imagines toujours à faire des trucs, tu fais des KO, des high kicks, tu fais des saltos comme dirait dans un jeu vidéo, alors que pas du tout. Et petit à petit, avec mon pote, on est parti là-bas, on s'est inscrit. Au tout début, mes parents, ils n'étaient pas d'accord, surtout mon père. Ils se disent, je fasse du foot, un sport de combat. Il s'est dit, tu vas frapper les gens, tu vas revenir toujours blessé. Et c'est le cas. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent du coup de tes parents aujourd'hui Franchement, ils sont fiers. Ouais. Ils sont super fiers. T'ont déjà vu combattre ou... Ouais, en fait, depuis... passe par là. Ouais, vas-y. Depuis, on va dire quelques entrées. C'était quand? Je pense depuis Villepinte. Ok. Parce que ça, c'était par rapport à mes premières compétitions. Voilà. Il y avait mon grand frère qui était venu en premier avec le mari à ma cousine. C'était les premiers à être venus. Et après, sur Aubervilliers, c'était mon père. Il est venu comme ça. Ah ouais, d'un coup? D'un coup. À l'entraînement, genre? Même pas en combat. Ah, en combat à Aubervilliers? À Aubervilliers, ouais, c'était compétition amateur. Ok. Je pensais que c'était que mes frères et mes potes. Et d'un coup, je l'ai vu, je suis sorti de la bâche. Ouais. La première personne que j'ai vue, c'est lui. Ah, dinguerie. Donc la pression, elle est montée Et en plus, le pire, c'était... Raconte-nous ce combat, du coup. J'ai affronté Morgan Charrière à ce moment-là. Non, c'était la première fois qu'on... En amateur, du coup? Ouais, en amateur. Ah, dinguerie. Donc moi, je sors.
Moi, je me dis, je suis tranquille, c'est avec mes amis. Je regarde, hop, je vois mon père. Oh, le cœur, il commence à monter. Donc après, petit à petit, bah, j'ai fait le combat et j'ai gagné. T'as gagné? Ouais, Okay. j'ai gagné. Ouais. Moi, je pensais que j'avais perdu parce que je pensais que j'avais fait un mauvais combat, tout ça. À la décision? Ouais, c'est parti à la décision. Okay. Donc ça s'est bien passé et après, j'ai gagné. Okay. C'était la première fois que mon père avait assisté. Et ton père, suite à cette victoire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a... Ouais, bravo. T'es fier quoi? Ouais, c'est tout, ouais, voilà. Simple, tu vois. Comme tous les darons, voilà. Quand t'es le daron africain. Donc toi, t'es d'origine sénégalaise. C'est ça. Tu nous l'as pas dit. Tu retournes des fois au Sénégal La dernière fois, c'était pour une compétition, sinon ça remonte à 2006. Ok, ah ouais, quand même. Ouais, ça remonte. Tu prends des vacances des fois en tant que combattant ou... Même pas, hein. Franchement, je suis pas une personne qui bouge. Sérieux? Ouais, je suis toujours sur Robert. Et qu'est-ce qui fait que tu restes sur Robert? T'as pas envie de changer un peu, voir autre chose que le quartier, trucs comme ça? Si, franchement, j'ai kifferé passer, aller à gauche, à droite. J'ai toujours rêvé d'aller voyager. En Thaïlande, même pour faire des camps, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai cette peur de bouger, je sais pas pourquoi. Ah ouais, t'es trop attaché à ici quoi. Même pas, quelquefois je peux bouger, tu vois, ça me dérange pas. Je kiffe marcher, me promener, des trucs comme ça. Mais à la fois j'ai la flemme. Okay, j'ai la flemme et la peur aussi, donc je me retrouve à la salle en train de m'entraîner pendant les grandes vacances. Ouais, okay. On va savoir pourquoi. Il n'y a pas de combat, mais je m'entraîne. Vraiment un esprit de compétition. Hein. Ouais, bon, après il y a des moments, c'est pas trop ça. Ouais. Mais du coup, raconte-nous tes compétitions en amateur, comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que t'étais invaincu juste avant ta défaite qui est malheureusement arrivée au Bellator. C'est ça. Mais du coup, en amateur, ça s'est passé comment? Parce que tu as 8 combats professionnels. Ouais. Mais en amateur, tu en as beaucoup plus, j'imagine. En amateur, j'en ai 9. Okay. 9 combats. Si je me rappelle bien, il y a eu un TKO. Ouais. Après, il y a eu une soumission, je pense. Après, à peu près comme ça se passe en ce moment, en fait, en pro. Après, tu as gagné tous tes combats, tu étais invaincu encore en amateur? En amateur, ouais, j'étais invaincu. Ok. Bon, comme je l'ai dit, je vais retourner au fil de mes questions pour ne pas oublier de ce dont je dois te parler. Ouais, au départ, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'ils pensaient ta mère surtout du MMA, tu m'as parlé de ton père. Ouais. Mais qu'est-ce que pensait de ta mère du MMA? Le fait que, je sais pas, en fait, ils avaient quelle vision à l'époque de même si elle avait peur. Bon, après, mon père, il le montre pas. Hein. Ouais, normal. Et juste, il se dit, je vais être blessé, tout ça. Ma mère, bon, elle était un peu réceptive sur le coup que je passe du foot à... Ouais, MMA. Ouais, MMA. Et d'un coup, je commence à m'y plaire. Et petit à petit, elle a commencé à aimer. En fait, dès qu'elle a commencé à voir que j'étais tellement sérieux dans l'engouement au niveau de l'entraînement. En fait, tout le temps, je partais. Même si j'étais blessé, je partais. En fait, j'ai gagné cette confiance-là. Et juste après, ma mère, elle est venue à ma première compète. Et c'était au Road Contenders. Ok. Et au tout début, j'avais très peur. En fait, je sais pas. Tu l'avais vu comme ton père Non, même pas. En fait, comme elle me soutenait tout le temps. Ouais. Et je ne lui avais jamais dit de venir à une compète. Et je me suis dit, pourquoi pas la demander pour qu'elle assiste. Mais à la fois, j'avais peur parce que je me dis, s'il m'arrive un mauvais truc, comme ça. Donc à ce moment-là, j'avais demandé à mon grand frère de dire de ne pas venir. De la demander de ne pas venir parce que j'avais pas le courage de le dire, en fait. Et après, moi, j'ai dit, c'est pas grave, laisse-la venir et elle va kiffer. Et c'était le cas du coup? Ouais, elle a kiffé, ouais. Okay. Et depuis, chaque fois que je combats en France, les parents sont là. Okay. Ils sont toujours là. Et t'as jamais subi de défaite du coup Non, jamais. Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit que c'était là, c'était la première fois et ça m'a fait bizarre de voir tout cela avec certains de mes oncles. Après, j'ai vu mes amis. Ça t'a fait plaisir, quoi. Ouais, ça m'a fait plaisir, mais à la fois, j'étais... Ouais, voilà, mais ça m'a fait chier de... Qu'elle soit là, quoi. Ouais, à ce moment-là, en fait. Parce que je me dis, en fait, quand je suis rentré, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est que quand je suis rentré, en fait, je ne m'attendais pas à autant de monde qui scande mon nom. C'est-à-dire que même moi, j'étais choqué. Quand je suis sorti, j'étais choqué que les gens crient mon nom, alors que c'est jamais arrivé. Bon, après, 100% fight, ouais, mais là, c'est vraiment, je me dis, c'est l'Accor Arena et tout le monde crie de mon nom. Ah, tu parles du Bellator, ouais. Bellator, c'était incroyable parce qu'en plus, nous, on était au Bellator, si vous avez suivi au tout début de la chaîne, vraiment, c'était un petit vlog, etc.
Et ouais, non, c'était incroyable. C'était quoi, 15 000 personnes? Je sais pas si c'était rempli, mais. Ouais, je pense après. Parce que c'était toi, t'as combattu au préliminaire, je crois. Ouais, carte préliminaire. Je crois que c'était avant Mathieu Leto Duclos, ou ouais, juste après, ça. je crois. Je pense, ouais. Mais ouais, non, c'était incroyable. Ouais, j'étais après, ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es rentré à Bercy? Quand t'as vu tout ce monde, etc. Déjà, est-ce que tu calcules tout le monde qu'il y a autour de toi ou vraiment tu te fais une bulle? Jamais j'avais calculé, en fait. Sur tous mes combats jusqu'à présent, j'avais jamais calculé le public. Et là, au moment où je suis sorti, j'ai entendu un brouhaha, j'ai fait. Ouais. Je pouvais pas faire un mode. J'étais obligé de rester concentré. J'ai fait ça. Après, j'ai dit, vas-y, reste concentré, ne te déconcentre pas. Et franchement, j'ai dit, waouh. Ouais, j'étais choqué. Ah, t'étais choqué. Ouais, j'étais choqué. Et pendant le combat, t'as ressenti cette pression ou vraiment là tu t'es fait une bulle et tu t'es dit vas-y Faba. En fait, il y a eu des moments où j'ai senti le public crier. Ouais. Me dire, en fait, m'encourager. Ouais, bah oui, ça crie. Hein. Ouais, je pense après, bon, pas quand je prenais en soumission. là, j'entendais plus rien à ce moment-là. Oui. Mais c'était pas que pour toi, hein, je te rassure, parce que moi, je sais qu'il y avait le combat de Tchèque Congo, tu vois, et on était dégoûtés, tu vois. Je sais pas si t'as vu le combat, toi. J'ai vu un peu, ouais. T'es pas resté après à Bercy? Si, je suis resté jusqu'à la fin. Mais en fait, comme je tournais à gauche et à droite avec le test anti-dopage et des trucs comme ça, récupérer mes affaires, tout ça. Et en plus, j'étais pas trop dans le mood. Donc j'ai essayé de regarder, même le combat de Romero, j'ai pas... Ah, Romero, c'était incroyable. J'étais en train de me trimballer dans les tribunes sans savoir où mes paris étaient. C'est dommage, parce que ouais, je te jure, Romero, c'était incroyable. Moi, je me souviens comment on criait, on insultait même le caméraman. Bon, si tu vois cette vidéo, le caméraman, je sais pas si c'était un Anglais, un Français ou quoi, on t'insultait, mais c'était parce qu'on voyait pas le... Tu sais, il y a une caméra qui cachait la cage un peu. Ah ouais. Non, c'était incroyable, ça criait et tout. Et même Romero, il était déchaîné à la fin. Tu sais, on voyait qu'il était en train de le tuer, tu vois. Ouais. Et boum, dernière seconde, il lui met KO, tu vois, il lui casse la mâchoire. Ça, j'ai appris ça plus tard, tu vois. Moi j'ai vu les photos là, tout ça. Ouais. Et ouais, c'est bien que tu parles de ce sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, du dopage aujourd'hui dans le MMA? Parce que tu m'as dit que tu faisais des tests antidopage au Bellator. Franchement, c'est bien. Au Donc, moins, il y a vraiment des tests antidopage au Bellator. S'il y en a qui pensent qu'au Bellator, il n'y a que des mecs dopés ou dans toutes les organisations, c'est pareil, mais il y a des tests antidopage. Il y a bien des tests antidopage. Mais en fait, après, je sais pas on va dire par rapport à mon niveau, nous, ils nous récupèrent comme les contrôleurs. Moi, tu viens, tu passes la porte, hop, comme ça. Ah, direct. Ouais. T'as pas le temps d'aller dire ouais, merci, tout ça. Ils te récupèrent. Carte d'identité. C'est une dinguerie. Papiers médicaux, tout ça. Ouais. Et après, tu fais... tu passes le contrôle en fait. T'as déjà vu des mecs se doper tout ça dans le J'ai jamais vu, mais j'ai déjà entendu. Ok. J'ai jamais vu. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'as déjà combattu un mec dopé ou pas? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Après, j'ai pas. Là, c'est la première. On va dire là, c'est mon 4e combat au Bellator, donc c'est vraiment là où j'atteins le haut niveau. Ouais. Le haut niveau, donc pour l'instant, non. Ok. T'as des suspicions ou quoi que ce soit, ou vraiment, non, tu penses? Non, franchement, j'ai pas d'idée sur ça. Ok, ça marche. Et ouais, je voulais te parler de Saladin Parnasse aussi. Toi, tu fais sa connaissance quand tu arrives directement à la Hatch Academy ou tu l'as connu un peu plus tard? Parce que je crois, lui, il a commencé dès ses 11 ans. Ouais, un peu plus tard, parce que quand j'étais en session enfant, on va dire chez les petits, de 10-15 ans, en fait, il n'était pas avec moi à ce moment-là. Pourquoi? Je pense qu'il était en baby box ou un truc comme ça, parce qu'en fait, comme je pense qu'il... Il a combien d'années d'écart avec toi? 1 an. Ok. Après, je sais pas si... À ce moment-là, on n'était pas ensemble. C'est l'année suivante que je l'ai connu. Ok. En fait, je l'ai connu, c'était quand Hatch avait organisé une petite session en fait, avec les petits. C'était pour aller voir le match France... c'était quoi? France-Roumanie ou un truc comme ça, au Stade de France, à ce moment-là que j'ai connu. C'est quoi, tu parles de foot du coup? Ouais, foot, ouais, c'était à ce moment-là, on avait connu à ce moment-là. Ok, donc Hatch, t'avais quoi? Il t'avait offert des places, tout ça? Ouais, en fait, c'était les petits de la session qui étaient invités. Donc on était partis voir le match. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Saladin. Ok, comment ça s'est passé En fait, on s'est entendu directement parce qu'on se tapait des barres à chaque fois pour des trucs bêtes. Hein. Ouais, non.
Et comme j'étais toujours en bonne entente avec les gens, donc le fil est passé facilement en fait. Ouais. Donc après, petit à petit, on se côtoyait. Et après, dès qu'il est passé chez les grands, à ce moment-là, on s'entraînait un peu plus. Et à un moment, c'était pendant les grandes vacances, on s'était rejoint à la salle. Et on avait fait toutes les vacances à s'entraîner en fait. Ah ouais? Toutes les vacances d'été, on s'entraînait. Lui aussi, c'est un fou de l'entraînement comme ça? Ah ouais, lui, encore plus que moi. Ah ouais? Ouais. Il voyage un peu, ça là, ou vraiment Ouais, il voyage, hein, lui, plus que moi en tout cas. Ouais, ouais, il voyage plus que moi. Pourquoi tu voyages pas avec lui, toi, par exemple? Après, quelquefois, je suis blessé, des trucs comme ça. Ouais, j'ai capté. Et tes entraînements avec lui, comment ils se passaient? Parce qu'aujourd'hui, lui, je crois qu'il a un palmarès beaucoup plus large que toi en professionnel. En tout cas, je crois qu'il a une vingtaine de victoires pour une seule défaite. Ouais. Là, malheureusement, c'était même pas vraiment une défaite parce que le mec, il lui avait mis un crochet. Ouais. En fait, le mec, il lui avait mis un crochet et c'était quoi? C'était son biceps qui avait touché le crâne de Saladin. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses de sa carrière aujourd'hui? Et comment ça se fait d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus grande que toi en professionnel alors que vous avez commencé à peu près en même temps? D'une, c'est que franchement, moi je respecte déjà son parcours. Ouais, bah oui. C'est incroyable. Admirable. C'est très admirable. Le fait que quand tu le vois à l'entraînement et en combat, c'est plus le même. C'est que la manière comment il surpasse ses adversaires, c'est chaud. Ouais. Franchement, même moi quand je suis là, je suis comme un ouf, mon cœur il s'envole. Je suis mort, c'est cardio le même. Hein. Il s'imagine que vas-y, c'est à peu près comme la boxe, la lutte, tu peux gérer. Tu peux pas gérer. Non, tu peux pas gérer. Arrête, franchement, c'est bien quand je fais des sparring avec lui parce que je sais que, comme on se connaît énormément, en fait, on sait que si je lui mets un coup, il va m'en mettre deux. Ouais. Ainsi de suite. Donc en fait, je sais que je suis pas plus rapide que lui. Donc, t'es pas plus rapide? Ah non, je suis pas plus rapide que lui. Ok. Lui, en fait, il a le bon timing. Ouais. Donc moi, je suis obligé de... Il a l'œil, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et comment ça se passe les sparring avec lui? C'est qui prend le dessus globalement? Moi je veux... On va dire que c'est lui. Hein. Ah lui, ouais? Je peux prendre le dessus sur une petite partie. Ouais. Et après d'un coup... Mais c'est quoi son avantage? C'est quoi? C'est la lutte, c'est le striking, c'est un tout quoi. En fait, dès qu'il sent que la personne, même s'il est fatigué, dès qu'il sent que la personne commence à s'affaiblir, c'est là qu'il commence à attaquer en fait. Ah ouais. En mode, je sais même pas, je pourrais dire quel animal qui peut faire ça, genre en mode... le guépard ou le... Ouais, dès qu'il sent que sa proie, il saute dessus quoi. Elle est fatiguée, même si lui il est fatigué, il enchaîne. Il enchaîne, il attaque. Il est jamais fatigué. Hein. Alors qu'il est fatigué. Ouais, c'est chaud putain. Mais bon. Et ouais, par rapport à ton palmarès, parce que toi il est de 8-1 professionnel aujourd'hui. Ouais. Mais lui, il est de 24-1 ou 23-1, je sais plus exactement. Tu vois, comment ça se fait qu'il y ait autant d'écart? Parce que toi, j'avais vu que tu avais fait une pause, je crois, juste avant le Covid, entre 2018 et 2020, je crois, quelque chose comme ça. Comment ça se fait que tu es aussi peu combattu en professionnel? Enfin, aussi peu combattu. C'est en fait, comme moi, par rapport à ma carrière, on va dire jusqu'à l'heure actuelle, c'est que je suis beaucoup sujet à la blessure. C'est-à-dire que je peux faire une année tranquille. Et l'année suivante, en fait, j'enchaîne énormément de blessures. C'est-à-dire que là, depuis mon dernier combat, j'ai enchaîné une opération du doigt, fracture du cartilage. Fracture du cartilage? Ouais, de la 8e côte. Wow. Là, c'est-à-dire que là, j'ai une bosse là. Ça, c'est quoi? Tu t'es fait ça à l'entraînement? Ouais, à l'entraînement. Ok. Donc ça y va dur à la Hatch Academy quand même? Après, c'est quelquefois, c'est la fatigue, des trucs comme ça. C'est vraiment... Moi, je me blesse. Là, c'est la première fois où c'est l'os qui... Ouais, c'est l'os qui a pété, un truc comme ça. Mais sinon, c'est toujours musculaire. Okay. C'est-à-dire, c'est le bras, le coude, la nuque, des trucs comme ça. Mais du coup, t'as pas... Du coup, quand tu te blesses, c'est quoi qui se passe? T'as pas de combat de prévu à ce moment-là? C'est toi qui annules les combats? Non, il n'y a jamais eu un combat de prévu. Quand on me dit genre... tu peux pas combattre, tu combats ouais, pas. Voilà, c'est ça. Okay. C'est qu'en fait, il y a toujours une période où je ne combats pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai passé presque 6... Il y a des blessures qui ont duré 6 mois.
C'est-à-dire le pouce, j'ai fait une infiltration, ça a duré 6 mois. Ah ouais. Après, il y a eu les genoux, ça a duré 6 mois. Que des galères. Ah, ça tue une carrière, ça. Hein. Ouais. Que ce soit dans le MMA, dans le foot, dans tous les sports, les C'est blessures, ça tue une carrière. Et en reparlant du Bellator, toi, au début, tu étais au 100% Fight, l'organisation de Hatch. Ouais. Tu combattais en pancrace à ce moment-là, je crois. C'est ça. Parce que le MMA n'était pas légalisé, il faut savoir ça. Le MMA n'a pas été légalisé qu'en 2020, juste avant ou après le Covid, enfin bref. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la légalisation du MMA? Et est-ce qu'il y avait une grosse différence entre le fait que tu combattes en pancrace et en MMA? Déjà que c'est la légalisation, franchement, c'était un bien fou pour tout le monde, surtout en France. On se dit que quand on partait à l'étranger, bah, en fait, ils ne nous respectaient pas, en fait. Ah ouais? Ouais, bah en fait... T'as déjà combattu à l'étranger, toi? Non, jamais, mais de ce que j'entendais, tu vois, c'est qu'en fait, on nous prenait toujours à la dernière minute, des trucs comme ça, ou c'était un peu relou, des trucs comme ça. Et en plus, c'est que si tu ne performais pas, bah... Ouais, il t'est dégagé, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est grave, ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi le combat de boxe, là, qui s'est passé là récemment. Je sais plus c'était qui, mais il y a un combattant français, là, qui est allé combattre en Russie. Il avait gagné le combat globalement, désolé j'ai oublié son prénom, mais j'ai vu, c'était The Goat MMA qui en avait parlé. Et ouais, il a perdu alors qu'il avait gagné le combat, quoi. Enfin, ça allait à la décision, tu vois. Et ils ont donné le russe vainqueur, enfin bref. Et du coup, c'était quoi ma deuxième question? Ouais, il y avait une grosse différence entre le pancrace et le MMA, toi, à ce moment-là? Franchement, après, je pense qu'il y a juste certains transitions qui étaient un peu difficiles à faire. Mais sinon, non, parce que comme on s'entraînait déjà en MMA à la salle, après, dès que c'est passé en France, c'est juste une petite modification. Parce qu'on se dit, on peut faire la salle, mais à la salle, tu peux pas mettre KO ton partenaire. Ouais, bah oui, normal. Donc, on le fait pas. Donc après, en combat, là, c'est totalement différent. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te fait signer au Bellator? Parce que j'imagine que tu as eu d'autres propositions après le 100% Fight. Au tout début, non, j'avais pas d'autres propositions parce que juste après que j'ai gagné la ceinture du 100% Fight, il y a eu le Covid, la première vague. Donc tout le monde a été stoppé dans sa lancée. Donc moi, en plus, je me suis dit que ça faisait un moment que j'avais pas combattu. Et il y a eu le Covid et c'était vraiment très frustrant. Et donc juste après, quand le Covid a commencé à, on va dire, s'estomper, des trucs comme ça, et on a eu un peu plus de liberté, tu m'as dit prépare-toi pour un truc. Mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi. Il m'avait prévenu en juin. Ouais. Fin juillet ou juin, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'était juin. Il m'a dit prépare-toi pour septembre. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est ma chance. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais entraîne-toi. Donc je me suis entraîné, mais comme un acharné. C'est la première fois que je m'entraînais autant. C'est-à-dire quand il y avait la canicule, je m'entraînais. En fait, il n'y avait pas de moment où je me laissais faire. En fait. Je me suis allé par la bouffe ou les trucs comme ça, franchement, toujours à fond. Et jusqu'à qu'il me dit, ouais, en septembre, tu vas combattre au Bellator. Et je dis, ah ouais, c'est-à-dire que tout cet entraînement-là, en fait, n'a pas servi à rien. Donc je me suis encore plus entraîné. Tu peux aller où tu veux? Ouais, on peut aller là-bas. Donc je me suis entraîné encore 2 fois plus. Après, on arrive en septembre, le Bellator, il y a eu un problème. Donc ils l'ont décalé à décembre. C'était quoi le problème? Je sais pas, on m'avait dit que je pense qu'il y avait l'équipe qui était coincée à Londres. Parce qu'il y a eu un Bellator Londres juste avant. Et ils devaient passer à Paris. C'était quoi, c'était en 2020 ça? Ouais, 2020, ouais. Parce qu'ils en ont fait 2 des Bellators là, bon ils vont faire le 3e là, mais ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'organisation et surtout, quel est ton objectif aujourd'hui dans la MMA? C'est rester au Bellator, prendre la ceinture du Bellator, etc. Ou aller à l'UFC? Parce que je sais qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, le but de chaque combattant, sans mentir, c'est de performer au plus haut niveau. C'est ça. C'est forcément d'aller à l'UFC, tu vois. Parce que là-bas, pas l'organisation, je parle pas en elle-même, tu vois. Mais là-bas, il y a les plus grands combattants, enfin, il y a les meilleurs combattants, souvent, à l'UFC. Toi, quel est ton objectif aujourd'hui dans le MMA? Pour moi, mon objectif, c'est quand je suis rentré au Bellator, mon but, c'est d'aller le plus loin possible.
c'est-à-dire atteindre la ceinture. Ouais. Parce que moi, mon but, c'est pas de faire une prestation, rester dans le bas niveau du Bellator. Ok. Si je suis rentré dans le MMA, au tout début, c'était pour le loisir, au tout début. Ouais. Mais quand j'ai commencé à prendre goût à ce sport, je me suis dit aller le plus loin possible. C'est-à-dire atteindre les ceintures, tout ça. En fait, tout faire pour arriver au summum. Du coup, là, c'est la ceinture du Bellator ton objectif. C'est ça. Ok. Après, du fait que l'UFC, des trucs comme ça, pour moi, ça, c'est pas... T'as pas envie d'aller à l'UFC, toi? Ça te tente pas? Vraiment, d'aller combattre, c'est quoi, en moins de 66, c'est Volkanovski, tout ça, non? Ouais, c'est là-bas. Mais pour l'instant, moi, je suis pas concentré sur tout ce qui est UFC. Moi, comme je suis au Bellator, je me concentre que sur ça. Ok. Après, l'avenir me dira. Mais... Parce que ouais, t'as 26 ans aujourd'hui. Ouais. Le prime d'un combattant, on va dire, c'est entre... en vrai, ça dépend, parce que chaque combattant a un prime différent. Tu vois, John Jones, son prime, c'est toute sa vie. Oliveira, c'était dernièrement son prime. Alors que le mec, il est à l'UFC depuis genre 7-8 ans, enfin, je sais pas. Mais imaginons que, on va dire, tu as atteint à tes 30 ans la ceinture du Bellator, je te le souhaite, tu vois. Tu n'auras pas d'autre objectif, ce sera de défendre la ceinture du Bellator, quoi. Ça sera... Ouais, après, on verra. Hein. Je sais pas comment ça va évoluer prochainement. Toi, t'as pas envie d'affronter certains mecs dans le MMA? C'est vraiment les ceintures, toi, qui t'intéressent, c'est pas d'affronter ah non, après, franchement, moi, si je peux affronter des combattants, je le ferai. Mais le but ultime, c'est vraiment d'arriver à être le meilleur de tous. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la fame dans le MMA? Enfin, le fait que ce soit devenu famous, tu vois. Parce que toi comme moi, je pense qu'on est fan depuis très longtemps de MMA. Mais aujourd'hui, le fait que tout le monde en parle, toi, c'est bien, c'est pas bien, parce que aujourd'hui, vu que tout le monde en parle, des fois ça parle mal de certains combattants, des fois ça parle... ils savent pas de quoi ils parlent, quoi, les gens. Après, c'est toujours comme ça dans le sport. Hein. De toute façon, les mentalités ne changeront pas. Hein. Ouais, c'est que je prends exemple sur le foot, dès qu'on commence à parler d'une équipe, exemple du PSG, hein, même si je suis pour Marseille, des trucs comme ça, c'est que c'est une équipe qui a apporté de la visibilité en France. Mais au moment où elles perdent tout ça, certes, moi je rigole parce que je peux charrier mon pote, mais... mais le fait c'est que faut pas se mentir, elle apporte de la visibilité à la Ligue 1. Arrête à les autres équipes qui ont fait ça auparavant, mais c'est pas la même chose. Quand tu dis il y a un Messi qui arrive au PSG, c'est pas n'importe qui arrive en France. Tu m'aurais dit mais Cristiano serait arrivé à Marseille. Ce serait pareil, Marseille serait jamais arrivé. Hein. Il croit en ses rêves, je pense en parlant de Marseille. Non, t'inquiète pas, je suis pas fou. Je pense pas qu'ils ont les moyens financiers pour faire ça. Mais après, même s'ils ont les moyens financiers, t'as vu, ils ont acheté Alexis Sanchez. Donc, ouais, après ça monte petit à petit après. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après c'est... Toi, tu t'en fous, toi, des critiques, des trucs comme ça, tu calcules pas, quoi, t'es dans ta bulle. Ouais, bon, après, faut avancer, on va dire, faut avancer, mais après, il faut aussi comprendre pourquoi ils critiquent, quelquefois. C'est vrai, parce que si on n'a pas l'aspect critique, bah, ça va être difficile d'avancer. Parce qu'on va se dire, ouais, on est comme ça, comme ci, comme ça. On s'en fout et hop, bah, en fait, au moment où on tombe, bah... Après, il y a toujours les mauvaises langues qui se lélient. Toi, tout ça, le mauvais œil, tout ça, tu crois ou... J'essaie pas d'y penser. Franchement... Ouais, tu calcules pas, quoi. Ouais, voilà. T'as bien raison. C'est ce que je dois faire et après, si je dois... Les gens, ils me critiquent. Ouais, tu t'en fous, ça passe à... Voilà. Ça va me toucher un moment et après, vas-y, moi, je continue ma vie. Ouais, parce que de toute façon, ces personnes-là, ils vont te critiquer sur le moment. Mais quand tu vas gagner, ils vont dire ça, Fabad, ça. Bien à toi, Fabad. Non, t'as raison. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Franchement, là, de gagner déjà ton prochain combat au Bellator, je le rappelle. N'hésitez pas à venir, d'ailleurs, si vous avez les moyens financiers ou même venez à Bercy, c'est une fois dans l'année. Bellator, c'était incroyable. Moi, c'était l'année dernière, j'étais pas allé en 2020, malheureusement. Mais ouais, c'était incroyable.
Donc déjà de gagner contre le prochain combattant, je connais même pas son nom, j'ai oublié contre qui tu combats. Kerarvi. Kerarvi, ok. Tu connais un peu son palmarès, tout ça? Il a 5-2-2. Ok, et tu regardes, ah ouais d'ailleurs toi, avant de te préparer à un combat, tu regardes des analyses, des trucs comme ça, des analyses. Ouais, des Toi, vidéos. tu analyses ces combats, tout ça ou pas? Avant, je le faisais pas parce qu'en fait, j'avais tellement confiance à mes coachs. C'est qu'en fait, si je me concentrais sur ça, en fait, j'avais la photo du mec. Je me concentrais sur ça. Après, sur sa photo, genre. Sur sa photo. En mode C'est-à-dire avant, t'avais passé la photo de Morgan Charrière, t'étais comme... Non, avant, je pouvais pas faire ça. Mais en pro, là, depuis que je suis passé pro, toujours la photo. Ok. Et essayer de me concentrer sur lui. Mais tu regardes pas des vidéos, tout ça? Je regardais vite fait, tu vois. Et là, aujourd'hui, t'as regardé des vidéos? Ouais, j'ai regardé. En fait, après, c'est plus une analyse où je me dis, quelquefois, les coachs, ils ne sont pas présents dans la cage. Il n'y a que moi. Et même avec leur expérience, tout ça, l'expertise, c'est qu'il y a quelquefois, bah, en fait, ils n'ont pas le même regard que j'ai, en fait. C'est-à-dire que peut-être sur un geste que j'ai vu, bah, en fait, il va le répéter et moi, je saurais comment le faire. J'ai capté. C'est comme moi sur UFC 4. Hein. Enfin, je sais pas si on peut à peu près comparer le jeu vidéo et la vraie vie, mais t'as vu quand un mec il met beaucoup de jabs, tu sais que tu peux taper des esquives latérales, remiser. Un mec qui va te mettre des low kicks, tu sais que tu peux attraper sa jambe, tu vois, des trucs comme ça. Ok, ça marche. Comment comptes-tu finaliser ce combat? Tu as vu des analyses de lui. J'imagine que tu sais pas déjà comment ça va se finaliser, mais toi, tu comptes finaliser comment? Après, franchement, si tu gagnes. Ouais, si je peux gagner, tant mieux. Tant mieux. Et on passera à la suite. Ouais, c'est ça. Mais j'espère faire un très beau spectacle et que le public soit content. Bon, en tout cas, on te le souhaite, Fabakary. Ouais. Et merci d'être passé sur le parcours. Merci à toi. Et si tu avais un dernier mot à dire pour les auditeurs. Rendez-vous le 12 mai à la Car Arena. Ça va être du chaud. Bon, comme vous pouvez le voir les gars, aujourd'hui on se retrouve devant la Hatch Academy. Bon, il n'y a pas écrit Hatch Academy, mais croyez-moi que c'est bien la Hatch Academy. Aujourd'hui, on va participer à l'entraînement de lutte de Fabakary Diatta. Je ne sais pas si je veux participer à l'entraînement de lutte. En tout cas, on va assister à son entraînement en vue de son combat qui a lieu le 12 mai prochain au Bellator Paris. Ratez surtout pas ça. Allez, suivez-moi. Bon, comme vous le voyez, on a la Hatch Academy en compagnie de Fabakary Diatta. Je ne vais pas trop le déranger parce que c'est son entraînement spécifique de lutte aujourd'hui. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a toutes les têtes de chaque combattant de la Hatch Academy affichées ici. Bon, Fabakary a changé de t-shirt. Il n'est pas sponsorisé par Venom. Bon, il a mis le t-shirt de la Hatch Academy. Maxime, recule plus tes jambes et avance plus le bassin. tu vois quand je récupère sa jambe, est-ce que je la porte, je la mets ici là, comme ça, ou juste je la laisse ici là? Laisse ici, juste le genou, recule-le. Sinon il part rempli de jambes. C'est bon, je passe ici comme ça. Okay. C'est pas moi qui la charge. Non. Ok. Mais rentre pas trop ton genou. Si tu montes trop le genou, il va chercher la tête. Okay. Reste en bas au niveau de ici, voilà. Ok. Vas-y, la place, on va la ramener ta tête. Ouais, ta tête, mais j'ai trop mal aux oreilles. Là, ici. Hop. Sans. Là, ça en fait. Non, en fait, je tiens. Là, tu viens ici. Là, c'est ta main déjà. C'est collé au mur, c'est pas bon. Ouais, mais non, mais c'est pas grave, je vais juste la descendre. C'est mon front qui va libérer mon bras. Mon front, il libère mon bras. Après, je viens ici. Pas nul. Là, tu peux pas, j'ai la tête. La tête, c'est compliqué. La tête, tu peux pas. Après, ici. Hop. Ça. Plus bas ton tibia. Plus bas ton tibia. Mets-lui sur le tendon. Ouais, faut que le tibia et le pied, ouais. Mets-lui sur le tendon d'Achille. Je dois le mettre ici, le tibia. Ouais. Son tendon d'Achille. Voilà. Et ton genou, là, t'es trop dans l'axe. Faut que tu sois perpendiculaire à son pied, à sa jambe. En français? T'es à l'école ou quoi? Non, perpendiculaire, si tu sais ce que c'est. Voilà, tout simplement en fait. Non, ça va un angle droit. Il faut que ton genou et ton pied sur le sol. S'il n'y a que le pied, ça fait pas mal. Mais si ton genou est prêt, tout ça, c'est pas efficace. C'est pas mal. Là, ça fait pas mal. Ouais, faut vraiment l'arrêter tout poil.
Par contre, t'as vu les termes mathématiques, hein? Laisse ça. Le sport, en fait. Ah, tu m'as dit la lutte et la géométrie. On va rater. 10. C'est là. Il a la jambe à l'intérieur. La même chose. C'est la même chose. 10. La tête. Voilà. Vas-y. Voilà. Tiens. Le bassin. La pression avec le bassin. Juste avant, il fallait mettre la pression. En plus, c'est le bassin. J'ai senti ta main et pas le bassin. Ça veut dire que si j'ai de la force, j'avance. Si Je veux que tu l'enlèves la main. La main, je veux que tu l'enlèves pour justement mettre la pression avec le bassin. tu marques le bassin pour qu'on le place. Ah, tu parles pas bien là. Enlève la main sa tête. Là, ici, quand tu décides de tourner, mais lâche maintenant. Enlève la main de ta tête. J'ai besoin de me garder pour après. Allez, sur le banc. Regarde, reste ici. Parce que là, je peux pas. Ici, soit je mets le pied, peu importe. J'essaie de raffûter un petit peu. Hop, moi j'aime bien le genou. Je raffûte un petit peu. Physical, allez, c'est parti. Et vous l'amenez au sol, vous passez comme ça. On va chercher. Attraper le banc. Ouais. Non, parce que moi j'ai pas d'eau. Je fais la sortie. Hop, la tête ici. Là j'ai fait lâcher, je suis ici. Le menton, hop. S'il est assis, parce que là il est loin la cheville. D'accord, c'est s'il est assis sur ses talons. Assis sur ses talons. Voilà. S'il est proche ici, là je peux récupérer. S'il est loin, c'est compliqué pour moi. Là je ne pourrais pas faire. C'est si, hop, il est proche ici et qu'il s'est mis une personne. Là, hop, récupérer. Là je tire un peu, je prends le relais. Ma tête je la sors ici. Et je garde le menton. Et là je peux tirer. Voilà. Hop, et je passe. Ok. Restez pas coincé ici. Passez le genou et là. Ma tête, sinon moi elle est coincée. Hein. Moi je suis ici. Dès que j'ai fait ça, hop, là je sors ma tête. Mais ma pression elle reste ici toujours sur la tête. Hop. Et le deuxième bras. Voilà. Si vous récupérez juste le menton, automatiquement votre coude il est en haut, il est en liberté. Là il ne peut pas récupérer le coude. Plus vous allez rentrer en bras tête, plus vous allez forcer. D'une, vous allez tétaniser sur le avant-bras parce que à force de serrer, là vous allez obligatoirement vous allez forcer. Si vous prenez au menton comme ça, le coude il est en sécurité en haut. Plus le coude il est en sécurité, c'est pas parce que je tiens que le menton que j'ai zéro pression. Quand je vais tourner ici, mon coude, s'il reste en haut là, c'est sûr qu'il n'a pas de pression. Par contre, si je fais ça, là, demandez-lui, s'il est à l'aise, là, il est pas à l'aise. C'est bon, Du coup, je le mets vers le bas. c'est bâché, on lève De côté, la cheville, et là, c'est bon. Ok. Et si je rentre mon coude ici, bah, je lui donne mon coude, et là, c'est lui qui peut aller dans mon bras. Si tu prends ici, tu peux partir directement en bras-tête. Tu rentres ta tête, tu pars en bras-tête. Là, juste, il y a la cage, mais sinon, tu pars directement en bras-tête quand tu es comme ça. Parce que si tu restes trop longtemps ici, lui, il va essayer d'aller chercher le coude. Par contre, si tu pars en bras-tête, tu n'auras pas le temps de défendre. Même si je le bloque avec ma tête, genre, même si je prends le bras et la tête, je bloque. Il aura le temps, lui. Le lutteur, il va faire ça, il va aller chercher. C'est le truc qu'il va faire. Il aura que ça à faire. En bras-tête, il peut faire que ça. Soit c'est les mains sur les hanches pour défendre, soit c'est ça pour sortir. Ici. Là, il s'attend que je passe mon crochet. Ouais. Donc, il va se mettre directement. Donc, moi, d'habitude, bah là, c'est plus en ce moment, je suis plus ici et je tire. Je tire directement pour faire le contrôle. Après, ça dépend comment il réagit. Si là, il a sa main tendue, ça va être plus compliqué de mettre la pression ici. Parce que là, son but, ça serait de se relever. Donc, moi, mon but, j'attends qu'il tire cette jambe. Pour passer directement au crochet. Là, ça sera différent. Là, je change directement de jeu. Deuxième partie de l'entraînement, les mecs. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous en train de s'entraîner ici. 20h30, 22h, je crois, deuxième partie de l'entraînement. Première partie, c'était 19h, 20h30 et Fabakary est toujours là. Là, j'ai du mal à la sortir. Comme dans ma jambe en l'air, je ne sais pas trop faire ça. Le but, c'est de la remettre de Ouais, c'est ça. Dans un second temps, c'est celle-là, de rentrer en over et de tourner là-bas, de tourner. Ah, essaye. C'est compliqué, je regarde comme ça, c'est bien compliqué.
Gardez le over du début à la fin. Gardez le over du début à la fin. Le over, là, je mets la pression sur lui. Là. Mon but, ça va être de faire ça. Là, je suis bien. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Il y a la jambe là, je suis pas bien. Si moi, j'arrive à revenir là, mais du coup, là, je suis bien. Là, cette jambe-là, je dois la sortir ou pas? La sortir quand tu vas aller là. Ok. Voilà. Ressort celle-là, ressort celle-là, ressort celle-là. Pas te reste là, voilà. Éloigne-toi. Voilà. Et après, tu sors celle-là. Après, tu appuies sur sa tête et tu restes en face. Voilà. Alors Fabakary, comment tu te sens là? Ça très bien. Très bien. Comment tu tiens autant d'entraînement? Enfin, autant de séances en un seul jour? Comment tu fais? C'est quoi le secret? On va dire c'est le mental, hein. Mental, entraînement, il n'y a que ça. Il n'y a pas de secret. Entraînement, se dire il y a un objectif, tu vois. Là, t'as fait quoi ce matin comme entraînement? J'ai couru quoi? À peu près 30 minutes, 1 heure. Ok. Genre en mode 30 minutes d'échauffement, après je tiens fractionné. T'as fait ça sur piste? Ouais, sur piste, ouais. Après c'était léger vraiment, parce que comme on est à la fin, c'était vraiment léger. Et après là, lutte, tout début. Et là on finit avec les potes d'ours. Hein. Et c'était quoi ce qui était différent de ton entraînement de lutte entre 19h et 20h30 et 20h30? Là, on va dire tout à l'heure c'était plus sur des défenses d'attaque. C'est-à-dire avec all over, tout ça, on essaie de sortir quand le mec nous contrôle. Et juste après là c'est sur plusieurs positions. Ok. Ouais. Et là du coup tu fais quoi? T'enchaînes, tu fais des combos pattes d'ours, c'est ça? Combo, c'est ça. Okay, ça va. Bon, là on est avec Fabakary Diatta, on va débriefer avec lui de son entraînement. Comment s'est passé ton entraînement, Faba? Franchement, très bien. Franchement, ça s'est très bien passé. Donc là, tout à l'heure, on était à la lutte, où on travaillait les défenses de takedown, ou le cage control, tout ça. Donc après, de l'autre côté, on a travaillé pareil, mais avec un peu plus d'intensité. Okay. Et avec d'autres profils, parce que là, c'était en plus à peu près des pros et des amateurs qui combattent là, bientôt, là, le 20 juin, là, à la Supreme League. C'est qui combat à la Supreme League? Il y a des jeunes en fait, qui étaient présents, qui combattent à la Supreme League. Donc là, ils sont nombreux. Peux-tu nous rappeler c'est quoi la Supreme League? Nous, on sait c'est quoi, mais pour ceux qui regardent la vidéo. En fait, si je me dis pas de bêtises, excuse-moi, si je dis une bêtise, normalement, c'est plusieurs équipes qui s'affrontent sur un tournoi. Et, des équipes de différents clubs? C'est ça, de différents clubs. À chaque KT, c'est-à-dire de 57 jusqu'à poids lourd. Hein. Ok. Donc une équipe s'affronte, 2 équipes s'affrontent et petit à petit c'est ça. C'est pas l'équipe même dans la cage quoi, c'est un par un. Ouais, un par un, voilà. On n'est pas en Russie. C'est ça. Okay. Ouais, donc là du coup tu t'entraînais avec certains qui combattent à la Supreme League. Et du coup là-bas l'autre côté je pense pas, non. Ok. Ouais. C'était plus des amateurs, des pros? Ouais, il y avait des pros. Les lourds, c'était les pros. Et après, les autres... Mais du coup, les amateurs, ils tournent aussi avec les pros? C'est ça, c'est ça. En lutte, là-bas, là, c'est libre où il y a les amateurs et les pros qui s'entraînent ensemble. Et là, c'est plus les pros, on va dire ceux qui vont passer en pro, ceux qui travaillent aussi ceux qui vont combattre en Supreme League aussi. Merci Faba, en tout cas, pour ton temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et vous abonner à la chaîne Le Parcours. Rendez-vous le 12 mai à la Car Arena. Ça va être du chaud.